Libye, il est les faits. Africa. Tu as perdu tes bras valides. Africa. Tu as perdu tes hommes valides. Africa. Ils ont pris tes intellectuels. Africa. Et tout ça c'est criminel. Afrique, Africa. Afrique, Africa. Ghana, Africa. qui te vole les armes, alors que ton peuple en a marre de larmes. Qui te vole les armes, alors que ton peuple en a marre de larmes. Tu as perdu tes bras valides. Africa. Tu as perdu tes hommes valides. Africa. Ils ont pris tes intellectuels. Africa. Et tout ça c'est criminel. Afrique, Africa. Togo, Africa. Guinée, Africa. Africa. Côte d'Ivoire, Soudan, Africa. Gabon, Mali. Ça ne va pas. Hein? Madame, ça va, la poudre là, ça va avec vous. Hein? Ça là, vous avez dit. 8 ans, 8 ans. Être bonne, c'est-à-dire, certains parents confondent l'éducation et la formation. Il ne faut pas confondre ces deux expressions-là. Parce que souvent, on le constate dans nos familles. C'est-à-dire, des petites filles, 8 ans même, c'est trop. 5 ans, qui est là dans la maison. Et souvent, généralement, ce n'est même pas ses propres parents. Et si c'est ses propres parents, là, c'est pire. Souvent, elle est dans la maison, c'est elle qui fait tout. Imaginez une petite fille de 8 ans en train de laver les jacotos des parents. Mais attends, une petite fille qui lave jacotos des parents, même si elle va à l'école, elle va écrire là, elle va voir combien elle doit ça là qui a lavé jacotos là. Donc, souvent, c'est inquiétant en fait. Je veux dire, et ça fait peur. Un enfant de 8 ans doit profiter de son adolescence, doit aller à l'école. En 8 ans, on doit salir les habits et puis quelqu'un d'autre va laver. On doit jouer pain, temps passe. Mais 8 ans, tu es là, on te matériel, tu es dans la maison. Pendant qu'on donne les ordres aux autres enfants d'aller étudier, allez-y étudier, toi, on te dit, va faire la vaisselle. C'est-à-dire, regardez ce que ça fait. Il faut rendre à César ce qui est à César. Tout à fait. Moi, ma bonne ce matin m'a bien habillé. Je suis très heureux, je lui ai rendu hommage. Mais En faisant quoi? non, je vais augmenter son salaire. Ah d'accord. J'aime moins 1000 francs son salaire à la fin du mois. Là. À 8 ans, j'ai perdu mon père entre 7 et 8 ans. Donc, là, quand j'ai perdu mon père, ma tante qui vivait à Abidjan est venue à Boaké. Donc, après les funérailles, elle a dit bon, qu'elle allait m'amener à Abidjan
Et comme ça, elle allait me mettre à l'école et tout pour que je puisse étudier. Et c'était avec le consentement de votre maman? Oui, avec le consentement de ma maman et toute la famille. Donc, c'est comme ça que je suis venue à Abidjan chez elle. Mais une fois arrivée à Abidjan, elle m'a placée déjà dans un restaurant pour commencer la vaisselle et tout. À Donc, 8 ans? À 8 ans. Donc, j'ai partais le matin, je me réveillais à 4 h du matin pour faire le ménage à la maison d'abord. Je nettoyais, je balayais et tout. Et puis après, je partais au restaurant aider la dame à laver les assiettes et ramasser les assiettes qui sont... Enfin, laver les assiettes et faire le ménage, balayer et tout. Donc, c'est comme ça que je suis restée avec cette dame-là. Et après, comme ça n'a pas marché, elle m'a ramenée à la maison et elle m'a placée encore chez une autre. Donc, je continue toujours les mêmes travaux. Donc, je faisais toujours la vaisselle parce que ce n'était pas loin du quartier Tabobo. Ce n'était pas loin du quartier, donc je faisais toujours... C'était pas juste la vaisselle, il y avait autre chose? C'était juste la vaisselle dans le restaurant. Dans le restaurant? Mais à la maison, je devais faire la lessive. Je devais d'abord me couper de la maison à 4 h du matin, me réveiller à 4 h du matin et nettoyer aussi. Il y avait mes nièces, les enfants de la fille de ma tante, elle avait ses filles qui étaient à la maison, qui étaient aussi petits, c'est-à-dire qui avaient à peu près mon âge, c'est-à-dire 8 ans, 10 ans, ils étaient 3. Donc il fallait nettoyer eux les chaussures, mettre tous les habits d'école en place, faire en sorte qu'ils puissent manger et puis nettoyer les assiettes avant d'aller au restaurant. Il fallait que je me lève tout le matin pour faire ça. Et le soir, quand je finis au restaurant, je viens à la maison, je travaille jusqu'à minuit avant de dormir. Vous ne lui avez jamais demandé pourquoi elle ne vous avait pas inscrite à l'école? Je ne me rappelle même pas, je me rappelle pas d'avoir parlé une seule fois avec elle parce que j'avais très peur d'elle. Elle vous battait? C'est la parole. Peut-être qu'il y a tout, parce que c'est comme ça on m'appelait, qu'il y a tout, viens chercher ça, viens laver ça, viens faire ci, ou bien va acheter ça, ou bien pourquoi tu n'as pas fait ça, ou bien donner des coups. Mais parler, non, nous n'avons jamais parlé. Et les enfants de votre tante, les enfants, comment est-ce qu'ils vous traitaient? Est-ce qu'ils étaient gentils avec vous? Non, non, parce que déjà, les enfants, je pense que c'était même encore pire. Parce que les enfants n'avaient pas, il n'y avait pas de respect. Point rien, c'est-à-dire point rien, ils viennent, ils me tapent dessus quand je rends mon coup. Bah, ils copiaient tout simplement le modèle de leur maman. Voilà, quand je rends le coup et je prends plus de coups, donc du coup, je m'enfermais sur moi, je les évitais un peu. Ça va durer jusqu'à l'âge de 13 ans? 13 ans. 13 ans, ma mère est venue à Abidjan. Donc, lorsqu'elle est arrivée, je lui ai dit, je ne partais pas à l'école. Donc, j'imaginais sa désillusion. désillusion. Elle était fâchée, votre maman? Je ne me rappelle pas trop de sa réaction. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je sais que elle a pris quand même une décision. 2 jours après, nous sommes retournés à Boaké ensemble. Et comme ma maman, elle était commerçante, elle vendait la farine de maïs. Donc, je l'aidais au marché. Elle et moi, on partait au marché ensemble, on rigolait beaucoup, on chantait et tout ça. Donc, c'est comme ça. Et un an et demi après, ma mère, on est parti au village pour des festivités parce qu'elle aimait bien aller au village. À notre retour, ma mère est tombée malade. Donc, c'était d'une courte maladie et elle est décédée. Quand elle est décédée, ma tante est venue. La même tante? La même tante, mais non. au funérailles. Et elle m'a ramenée avec elle. C'est-à-dire, on nous a séparés avec mes frères et sœurs, ma petite sœur qui est partie au village. On nous a séparés, il n'y a que mon grand frère qui est resté parce que nous sommes 4 chez ma mère. Donc, on nous a séparés et je suis retournée avec ma tante. Et là, c'était encore, comme j'avais grandi, c'était encore pire. Parce que quand je suis arrivée à la maison, elle avait déjà changé de quartier, mais c'était toujours à Bobo. Et il y a son mari qui a des grands-enfants, comme il avait plusieurs femmes. Donc, il y avait tous ces enfants-là qui étaient à la maison. Du coup, il fallait se lever le matin, il fallait faire les lessives, il fallait préparer et il fallait aller vendre. Parce que je faisais aussi le commerce. Donc, je vendais juste à 1 h du matin, je partais dormir, il me réveillait à 4 h du matin. Donc, le jour où je ne me réveillais pas tôt, elle vient avec des conditions dangereuses de travail. Exactement. Quand je ne me réveille pas vite, elle se lève, elle ouvre le frigo, elle prend l'eau glacée, elle vient verse avec ou bien elle prend fil de courant. Parce qu'elle avait toujours ça, fil de courant, et puis elle me donne les coups. Et c'est ça qui me réveillait. C'est-à-dire, si j'ai pas... Il est 4 h quand la mosquée, parce que la mosquée n'était pas trop loin, quand on fait l'appel de mosquée, si je ne me réveillais pas automatiquement, c'est avec fil de courant ou bien de l'eau glacée. Comme j'aimais bien la coiffure, quand je m'asseyais devant la cour, je voyais les filles avec les blousons et tout. Je disais, j'ai envie de devenir coiffeuse et tout. Et un jour, elle m'a dit que ce n'était pas un métier décent. Que donc, du coup, je ne peux pas faire ça. Maintenant, il y avait son fils qui avait marié une femme
qui avait un salon de coiffure à Yopougon. Donc, comme elle voulait que je parte surveiller le bébé parce que la femme venait d'accoucher, elle m'a dit, ah, comme tu dis non, que tu aimes la coiffure, il faut aller surveiller. Le petit s'appelait Adama. Le petit Adama, comme ça, tu vas apprendre en même temps la coiffure. Donc, c'est comme ça que je suis allée chez eux. Rien n'a changé parce qu'elle, à la maison, elle voyait combien de fois ma tante me traitait. Donc, quand je suis arrivée chez elle, elle faisait la même chose aussi. Donc, chez elle, le jour, elle est contente, elle me donne à manger. Mais elle devait aller, je ne partais pas au salon. Je restais avec l'enfant à la maison. Donc, quand je pars, je reste avec l'enfant à la maison et tout. Je m'occupe de l'enfant et je prépare, je nettoie la maison. Quand elle est contente, elle me donne à manger. Quand elle n'est pas contente, elle ne me donne pas à manger. Et c'était comme ça tous les jours. Lorsqu'on a une enfant, avec ce traitement-là, parfois vous tombez malade. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on vous traite? Je ne me rappelle même pas d'être tombée malade. Avec tout ça? Non. C'est quand vous mangez bien, alors. Non, mais c'est comme si maintenant vous avez peur, justement. Vous avez un peu peur. Chez ma tante, j'ai mangé à ma faim, parce que c'est moi qui faisais la cuisine. D'accord. Mais chez mon cousin, le bol était petit et elle mesurait très bien. Elle savait déjà la limite du riz. Vous êtes déjà arrivé de rester peut-être une journée entière ou 2 jours sans manger? 2 jours, non, mais une journée, oui. Et c'était récurrent? Oui, c'était récurrent. C'est-à-dire c'était selon ses humeurs. Et il y avait sa fille qui n'était pas avec nous à Yopougon. Donc, c'est une grande fille. Comme c'était un studio, quand sa fille arrivait, elle venait très souvent à la maison. Je devais dormir dehors. Donc, je dormais dehors et sur la terrasse là jusqu'au matin. Et quand elle est contente, c'est là qu'elle me donne à manger. Un jour, il y a mon cousin qui me dit... Ah, il me fait asseoir, il me dit, voilà, que comme chez nous, les Odineka, on se marie en famille. Donc, du coup, voilà, c'est lui qui devait me marier, mais comme c'est pas le cas, il est déjà marié, il faut bien qu'il essaye d'ouvrir la voie, me montrer comment ça se passe. Donc, voilà, il a commencé de tout, j'ai eu peur, et moi, je me suis enfuie, je suis sortie de la maison, et je suis allée dire à la voisine. Et la voisine m'a dit, il faut dire ça à ta tante. Comme ça, il ne va plus faire ça. Donc, moi, j'ai dit à la tante, c'était dans l'intention que, voilà, il ne refasse plus. Donc, il a dit à sa femme que je mentais. Donc, toute la nuit jusqu'au matin, ils m'ont bastonné. C'est-à-dire, c'était des coups jusqu'au matin. Les deux. Et elle disait que je garde le nom de son mari chez les voisins. Donc, c'était elle, c'est ce qu'il lui faisait, oui. Et lui aussi, il disait que je garde son nom. Lui, il m'a accueilli, sa maman m'a accueilli quand mes parents sont décédés. Et moi, je viens chez lui et je garde son nom. Et après cet épisode, vous êtes resté quand même chez eux? Non, c'est le lendemain qu'ils m'ont mis dans le bus pour retourner à Boaké. Il m'a dit, tu ne vas pas retourner chez ma maman. Tu vas aller à Boaké, tu ne vas rien devenir. Qu'est-ce qui vous a galvanisé? Je veux dire, c'est toute cette souffrance que vous avez vécue ou ce sont ces paroles, ces dernières paroles que vous avez entendues? C'est plus ces paroles. Et puis le fait que moi, je ne connaissais pas d'homme et qu'il a commencé les toucher, les coups qu'ils m'ont donnés et les dernières paroles qu'il m'a dit. Sinon, mon quotidien, tout ce qu'il faisait, c'était devenu quelque chose de normal pour vous, en fait. C'est le fait qu'il m'a dit non, que je ne vais pas réussir dans la vie et que je vais prendre grossesse, je ne vais rien devenir. C'est ce qui m'a donné envie de vouloir me battre et pouvoir m'en sortir. Vous aviez quel âge à cette époque-là, lorsque c'est arrivé? J'avais entre 15 et 16 ans. Lorsque vous retourniez à Boaké? Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est comme ça, 15, 16 ans, 17 ans, si je reviens, en tout cas en arrière, avec le calcul. Parce que c'est maintenant que je commence à calculer les années, comme je ne savais pas lire avant. Comment est-ce que vous avez appris à lire? Quand je voyais des revues et tout, avec les images, je voulais lire ce qui est écrit dessous. Donc, du coup, j'ai demandé à une amie, comme c'était pendant ces périodes de vacances, je lui ai dit, ah, est-ce que tu peux m'enseigner à lire, comme ça, je te paye un tout petit peu. Et elle a accepté avec plaisir et nous avons fait 2 mois. Maintenant, après les 2 mois, comme elle a repris, j'ai commencé à me débrouiller tout seul. Vous allez vous débrouiller, comme on dit, du côté de Boaké. Et puis, en 2007, vous partez au Togo. Alors, au Togo, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si vous êtes resté au Togo jusqu'à maintenant, c'est que tout s'est bien passé. Mais il y a eu quand même un peu de souffrance, quand même. Oui, au début, moi, je ne peux pas dire que c'était... La souffrance, c'est-à-dire que je n'avais pas les moyens pour manger. Parce que quand je suis arrivée au Togo, je suis arrivée le lendemain, je suis allée dans un salon de coiffure. J'ai dit, je suis coiffeuse. Et j'ai trouvé du boulot. Vous étiez vraiment coiffeuse parce que vous aviez la formation. Voilà, donc fait la formation à Boaké. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le salon. Mais sauf que je n'avais pas l'argent pour mon quotidien, c'est-à-dire manger et tout. J'étais chez le mari de ma copine. Là-bas, je mangeais le soir. Une fois que je partais au salon le matin, c'était le soir que je rentrais. Donc au salon, ce n'était pas tout moment. Mais souvent, les clientes aussi me donnaient des pourboires et tout. Juste ça, c'est que le mois fini, vu que mon salaire était 20 000 francs.
Donc, c'était difficile de gérer le mois. Déjà, au milieu du mois, j'avais déjà fini. Donc, j'ai fait 2 mois avec elle. Après, je suis passée dans un autre salon. Et j'ai fait 6 mois dans ça. Et puis, j'ai décidé voilà, que j'ai reçu le 2e salon, j'ai réussi à économiser un peu. Et comme au Togo, les choses ne sont pas aussi chères, j'ai trouvé une petite boutique au quartier. Et j'ai dit, je ne veux plus travailler. Moi, 2008, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Je vais travailler pour moi. Et c'est là que les choses vont aller comme sur des roulettes. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de prendre la boutique. Il n'y avait rien dedans. Donc, les clients qui venaient, comme j'ai quitté le salon, il y a des clients qui m'ont suivi, qui venaient, je me débrouillais. Petit à petit, ça a commencé à marcher. Et quand les gens ont commencé, de bouche à l'oreille, ils ont commencé à attendre. Ah, il y a une Ivoirienne qui est là, qui fait très bien des coupes. À ce moment, c'était à la mode. Donc, du coup, petit à petit, les gens ont commencé à venir chez moi. Et jusqu'en 2009, quand ils venaient déjà à 6 heures, il n'y avait plus de place. Donc, il faudrait... On se retrouve en 2014. 2014, qu'est-ce qui se passe? Je raconte mon mari. En 2014, je raconte mon mari qui est suisse, qui est mon âme sœur, mon meilleur ami, parce que l'amour que je n'ai pas eu depuis l'enfance, aujourd'hui, lui me donne tout cet amour. C'est-à-dire, Et vous allez faire le mariage coutumier? On a fait le mariage coutumier 3 mois après notre rencontre. Vous revenez en Côte d'Ivoire? On revient en Côte d'Ivoire pour faire le mariage coutumier. Et puis après, c'était mon anniversaire. Et puis il me dit, ah tiens, billet d'avion. C'était quand votre anniversaire? Le 15 mars. Ah d'accord. Oui. Il m'a dit, bon, comme je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai vu ta famille, j'ai vu tout le monde. Tiens, un billet d'avion pour ton cadeau d'anniversaire. On va aller connaître ma famille. C'est l'amour même. Et c'est comme ça que nous sommes partis en Suisse, Italie, vous êtes allé Espagne. En Suisse, d'Abobo en Suisse. Pour connaître toute sa famille en Espagne, en Italie. Donc aujourd'hui, vous filez le parfait amour. Oui. Oui. Nous, on va arriver là-bas un jour. Le moment, on joue l'auto. Alors, c'est comme ça. Et puis, voilà, en 2016, on fait notre mariage civil. Et on décide de s'installer, construire notre maison. Et voilà, on est chez nous au Togo. Vous avez scolarisé vos neveux? Mes nièces. Vos nièces, oui. Vous avez dit, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais vous avez toujours la chance, vous êtes encore très jeune, donc vous pouvez vous inscrire. Oui. Voilà. D'accord, merci. Et aujourd'hui, votre commerce, il s'est agrandi? Il s'est agrandi, j'ai changé de quartier et j'ai fait une salle climatisée, bien grande, et j'ai ajouté aussi... On va se lever pour faire un hurrah! Avez-vous des nouvelles de votre tante? Non, ma tante... Enfin, j'ai eu des nouvelles d'elle lorsque je suis venue faire le mariage traditionnel. Après, j'ai décidé d'aller saluer la famille à Yamoussoukro. C'est là qu'on m'a appris qu'elle est décédée, qu'elle est devenue aveugle et qu'elle était malade. Elle a vraiment souffert et qu'elle demandait tout le temps d'après moi. Elle disait qu'ils n'ont qu'à aller me chercher, qu'elle veut me voir, que j'ai disparu, ils n'ont qu'à aller me chercher. Et elle est restée, elle ne m'a pas vue juste quand elle est décédée. Donc tout le monde me connaissait dans la course. Enfin, ils avaient déjà entendu parler de moi sans vraiment me connaître. Nous avons passé au peigne fin toutes les tenues de Caroline Da Silva depuis le début de la saison. Petit calcul rapide, 5 tenues par semaine, cela nous fait depuis le 6 novembre 100 tenues. J'en ai sélectionné 6. Ben oui, on ne pouvait pas toutes les faire. Hein. Voici donc pour vous 6 best looks de notre animatrice préférée. C'est parti. Ne dit-on pas que le rose est la couleur féminine par excellence? Cela s'illustre parfaitement sur cette sublime robe ornée de pierres. Caroline scintille et ça, j'achète! Ne vous laissez pas intimider par la robe que je porte. Difficile de ne pas l'être. Le choix des couleurs peut sembler aisé pour Caroline, tant son teint et ses formes épousent tout aussi bien les tenues aux couleurs flashy que classiques. Sur ce coup, ce vert relevé de quelques broderies assure juste un effet majestueux qui nous laisse sans voix. Caroline, en véritable top modèle, nous balade tous les midis dans un voyage vestimentaire haut en couleur et en originalité, comme ici avec ce magnifique top Bardot imprimé. Le rouge est passion, le rouge est amour, et pour la fête de l'amour, on ne peut faire sans rose rouge. Caroline, dans cette très jolie robe, nous a certainement offert la plus belle des fleurs. Souffrez que je fasse aujourd'hui ma belle. Vous pouvez, oui, vous pouvez. Et quand notre animatrice ose le gris, c'est dans une robe moulante et très tendance que l'on se retrouve transporté pour notre plus grand plaisir. Pour finir, direction la Côte d'Ivoire profonde. Caroline nous envoie visiter l'Afrique que nous aimons avec ses belles femmes coquettes en pagne tissé et en parure de chez nous.
Caroline au Wakanda, on adore tout simplement. Joe Bala ici, à cette époque encore, on dans était les tout années, petits, quand les années nos parents 80. et nos tontons parlaient de Joe Bala, c'est-à-dire quand tu es sapé d'une manière, on dit C'était hey, Joe Bala. Joe Bala. C'est un Mais- mythe, c'est une légende. Oui, c'est une légende. Depuis, Joe Bala a fait que, à cette époque-là, les Ivoiriens ont commencé à adopter la sape. Parce que nous, on ne s'intéressait pas trop à ça. Nous, on s'habillait en fonction de nos différentes régions. Mais Joe Bala est venu là, de son Congo natal, il est venu nous imposer ça. Et quand même, on a dépensé quand même à cette époque. Parce qu'on voulait faire comme lui. Donc, Comme tout vous petit dites, jeton là. vous mettez dedans. Je veux savoir. Non, mais heureusement qu'à cette époque-là, on parlait de miracles économiques, donc on avait l'argent sans nous disions C'est rien. ça. Il y avait des miracles économiques. Et puis, il y avait aussi comment on appelle, Baba Diarra, le monsieur qui mangeait. C'était eux, c'était pas Joe Bala. C'était eux les stars. Un gars qui mangeait de façon... Oui, il Baba faisait ça. Diarra. Ouais, mais lui, Paix à son âme. c'est les Congolais qui ont enlevé ça là, lui, hein. Paix à son âme, oui. Au fait, il allait manger, là, il n'a pas averti les propriétaires terriens. Donc, il a même... C'est-à-dire, il prenait 5 sacs de riz. Mais quand il allait ça... Oui, attends, vous n'avez pas vécu Baba Diarra? Attends, on vous parle là, mais vous pensez quoi? Quand je parle souvent, apprenez notre c'est de l'histoire que j'ai fait, je vous dis ça. Ne dites pas que je vous dis ça même ça. Encore. Oui, à cette époque, il n'est pas allé voir les propriétaires terriens. Il est venu s'installer au stade de Korogo là, le stade était plein à craquer. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a 5 sacs de riz. Même poignée, il n'a pas fini. Parce que là, pour attacher ça, oui, il n'a pas pu manger. Il est resté là comme ça. Mais je vous dis que c'est bien, c'est bien. Moi, je dis, à l'université, on parle de criminologie. Si on peut parler de sapologie, même pour étudier cela, même ça l'aide bien. C'est pourquoi on donne des conseils. Quand on parle, on dit non, nous, les humoristes, on se moque des gens. Nos parents baoulés qui portent, quand on est violé, ils portent. Oui, attendez, vous connaissez ça? Quand on est violé, si pantalon gris, ça là, ça ne peut pas donner myopie. Mais on vous dit, il faut agencer la couleur. Joe Bala décide d'abandonner les études pour devenir bijoutier. En 6 mois déjà, il bat tous les records et il devient millionnaire. Avec 25 millions, il se retrouve très jeune, adolescent, je dirais, à Paris. Qu'est-ce qui se passe, Joe Bala? Bon, je suis allé en France pour approfondir mon métier en tant que bijoutier. D'accord. Je ne m'attendais pas à arriver en France, je deviens le roi de la sape ou sapeur. C'était pas ça, c'était pas mon but. Ah, c'était pas pour votre objectif. vraiment aller approfondir mon métier. Et après, bon, je suis rentré dans... J'arrive à Paris, je vois les gens en jean. Je dis, mais c'est quoi ça? Vous venez tromper les gens d'Afrique. Au moment où j'ai votre jean, mais ça c'est pour les mécaniciens. Pas, le jean n'est pas fait pour un corps aussi sensible que le mien. Et c'est là où j'ai lancé les gens de jean. J'ai commencé à mal parler de jean. Et on a fait un concours qui s'est passé au Rex Club, dans une boîte de nuit. Il fallait lire le plus grand sapeur de la place de Paris. Il y avait les grands couturiers, les Paco Rabanne. Mais attendez, je veux dire que est-ce que déjà, quand vous êtes face à ce choc-là, est-ce que vous vous lancez dans le domaine de la mode? Oui, ce choc m'a poussé d'être... J'ai d'abord commencé à être mannequin. D'accord. À partir de mannequin, je me suis dit non, il faut que je continue, j'approfondis. Je suis allé dans une école de styliste modéliste. J'ai tout eu, et puis après, bon, je me suis lancé maintenant. Après, il y avait des concerts, il y avait des défilés de mode dans le monde entier qu'on va appeler. J'ai parcouru quand même 95 pays, uniquement pour faire les défilés de mode, pour qu'on me voie. Donc ça m'a avancé, ça m'a apporté. Vraiment, je suis parti loin de cette affaire. Donc, et il fallait une soirée, quand même, élire le plus grand sapeur de la place de Paris. Paris, c'est la capitale de la mode. Tout à fait. Voilà. Donc il fallait qu'il y ait des grands couturiers. Tout le monde était là. Et c'était au Rex Club, des années 81. Et c'est là où on m'avait élu le roi de la sape. Il y avait combien de candidats environ? Il y avait plus de 100. Hein. Plus de 100 candidats. Toutes les nationalités confondues. Les blancs, les noirs, toutes. Et je suppose qu'il y avait plusieurs marques représentées. Oui, il y avait plusieurs marques. Non. Chacun pour présenter sa marque. Donc, quand vous êtes devant ces gens-là, il faut prouver. Bon, ils ne peuvent pas dire que vous vous réveillez le matin, non, ils savent. Et moi, je suis arrivé presque, les gens étaient là-bas à 22h, 23h, c'était déjà plein. Moi, je suis arrivé à 2h du matin. Quand je suis arrivé à 2h du matin, j'avais acheté une marguerite en croco. Et dedans, j'avais mis des billets. C'est là où j'ai commencé, là où le farotage a commencé. Quand je suis rentré dans la boîte, et les gens ont annoncé mon arrivée, on a arrêté, tout le monde a arrêté la musique, il fallait me faire passer. Et moi, je suis arrivé devant ce jour-là, les grands couturiers, je commençais à jeter l'argent. Et j'avais une mallette qui m'avait coûté 10 millions dans le temps, en croco. Et puis le gars a dit, arrêtez. Il est là, le roi. Arrêtez seulement, arrêtez. Wow. C'est là où on m'a donné la couronne, le roi de la sape. Et la sape, c'est moi qui ai révolutionné la sape en France, c'est pas une autre personne. Qu'est devenue votre vie?
Vous savez que ma vie, c'est quoi? C'est beaucoup de voyages. Et puis, je suis en train de remplir les stades. Dans tous les pays où je partais, je suis tout seul. Je te remplis le stade. Les stades, là, je les remplis. Ils ne peuvent pas me voir. Donc, ça m'a fait du bien. Je parcours quand même. Et c'était quoi l'attraction? Vous remplissiez des stades? Vous payez le billet, c'est tout. En Afrique, ici? Ah oui, j'ai fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Guinée, partout. Et qu'est-ce que vous proposiez à ces personnes qui se déplaçaient? Non, les gens venaient me voir. C'est tout. Wow. Ils venaient seulement me voir. Je peux remplir le stade ils venaient seulement me voir. Donc, c'était pas possible. Donc, des fois, je m'assois, des fois, je me dis, mais Dieu est grand. Il faut savoir que la SAP, c'est la vie d'une personne. Quand vous êtes bien habillé, même si vous avez faim, vous n'avez plus faim. Wow. Et pourtant, un sage a dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Non, non, vous savez que quand un sapeur est là, tu vois, s'il y a la sauce graine là, il ne va pas manger ça parce qu'il va se salir. Donc il faut d'abord qu'il enlève la veste, qu'il enlève ce qu'il a porté, qu'il finisse de manger la sauce graine et il s'habille encore. Parce que ça s'est sali là. Mais si on dit sort, il va faire comment? C'est pour ça que l'habit fait le moine. C'est une attitude en fait. Voilà. Chez vous? Ouais, non, pas chez nous, c'est tout le monde, parce que l'habit fait le moine. Si le moine a été connu, c'est grâce à l'habit, grâce à sa tenue. Parce que quand vous êtes, vous voyez la différence, là où je suis là, il y a une différence par rapport à tout le monde. Ah oui, absolument. C'est grande différence. Ça, on n'a pas l'habitude de voir un homme comme ça, en fait. Mais c'est les Écossais, c'est leur coutume. Ils portent que ça, que ce soit le président de tout le monde. C'est l'Égypte, même à l'école. Donc, c'est vrai qu'il faut faire, quand vous êtes roi, il faut faire une différence toujours. Il ne faut pas que vous arriviez, tout le monde est comme vous. Parce que je mettais les vestes, on devait être ensemble, pareil. Ouais. Mais j'ai fait la différence. Vous savez, vous ne vous habillez pas pour les gens. Vous vous habillez pour vous-même, d'abord. Okay. L'habit, ça veut d'abord, c'est vous-même. Vous pouvez prendre ce que vous voulez porter là, vous sortez dehors, ça vous regarde. Donc, vous n'êtes pas, parce qu'on ne sera pas pour s'habiller pour les gens. Vous mettez ce que vous voulez porter pour vous-même, pour vous avoir bon. Mais quand on est devenu une référence de la mode comme vous, est-ce qu'on s'habille pour soi-même? Parce que vous avez déplacé des mondes, vous avez rempli des stades, comme vous nous l'avez confié il y a quelques instants. Oui. Je veux dire, là, c'est pour les gens désormais. Non, mais je m'habille, non, d'abord, c'est moi-même d'abord. C'est vous-même d'abord. Parce que quand je sors, il faut que je me mire d'abord, je vois est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, avant de sortir. Bon, comme je fais au moins 1 heure de temps pour choisir ce que je veux porter, j'ai le temps, des fois j'ai des problèmes dans la maison pour savoir. Moi, je me réveille à 5 h du matin, de fois la nuit, je me réveille pour ranger ce que je veux porter du matin. Donc je me réveille la nuit, je dis, qu'est-ce que je vais porter quoi? Ça, je mets d'abord la sélection, je dors. Et puis je me réveille, je dis, je vais porter ça. Vous rêvez à la Ah ouais, je rêve sur les vêtements. Est-ce que justement la SAP, ça rime avec couleurs flashy, motifs inhabituels? Est-ce que justement il y a des codes? Non, dans la SAP, il n'y a pas de code. Chacun met ce qu'il peut mettre. On porte tout ce qu'on veut. En tout cas, toi même lui, là, tu vois, il a mis son blazer. Moi, je ne suis pas sapin. On pourrait parler de votre cravate. Oui, ça c'est une cravate, une nouvelle cravate. De la nouée. C'est une cravate normale. Vous auriez pu porter simplement un nœud papillon. Non, non, c'est une cravate que j'ai créée, le style que j'ai créé, Jobala. C'est une cravate normale. Si une personne a une cravate ici, je peux vous le nouer tout de suite là. Je vois. Donc c'est une cravate normale. Toutes les cravates que vous avez, c'est pareil. C'est la même cravate que vous avez. C'est la manière de nouer. En tout cas, ça se voit que Jobala n'a pas envie d'être comme les autres. Oui, Marie-Paul a dit. Moi, je voudrais savoir, il y a une différence entre la SAP, donc Société des ambianceurs et des personnes élégantes, et la sapologie. C'est bien cela? Non, il n'y a pas de différence. Tout le monde est sapeur, tout le monde est sapologue. Donc, je ne vois aucune différence. Donc, je ne peux pas dire, bon, étudier la science, d'accord, c'est la SAP aussi que j'étudie. Bien sûr. Donc, c'est pareil. Donc, les sapeurs, c'est des sapeurs. Tout le monde, quand ils sont là, ils peuvent sapologues, ils peuvent sapeurs. Je vois qu'il n'y a aucune différence, que je peux dire qu'il y a une différence. Il n'y en a pas. Ici, comme ailleurs, je ne me considère pas étranger, car nous vivons les mêmes réalités. Nous combattons les mêmes problèmes. Nous sommes tous de cet endroit qu'on appelle tiers-monde. De ce lieu où les autres 2 tiers du globe ne pensent qu'il n'y a que la misère, les crises, les maladies, la souffrance. Mais un instant, laissez-moi vous parler de mon continent, de cet endroit que les haineux qualifient de répugnant. Moi, je viens du tiers-monde où ruisselle le pétrole du Ghana, du Nigeria, de l'Angola, du Congo-Brazza. Je viens du tiers-monde possédant le gaz naturel de l'Algérie, de l'Égypte, du Mozambique.
Je viens du tiers-monde étincelant de l'or de la Tanzanie, de l'argent du Mali, des gisements de platine de la Guinée-Conakry. Je viens de ce fameux tiers-monde dont ils veulent nier les chapitres de l'histoire qu'on a écrit. Je viens du Sahara, de Corée, du fleuve Congo, du Kilimandjaro. Je viens des cascades de Charamel, des chutes Victoria. Je viens d'Antananarive, de Kinshasa, de Pretoria. Je viens du tiers-monde où foisonne l'uranium, mais on ne fabrique pas de bombes. On connaît la valeur de la vie, puisqu'on est le poumon par lequel respire la planète. Donc, cessez de dire que mon continent ne porte que la misère, la larme à l'œil, le fusil sur la tempe, les maladies épidémiques. Moi, j'ai vu le sourire rayonner sur les lèvres des gosses d'Abidjan. Ici, j'ai vu l'amour, la paix, l'hospitalité. Alors, Agalawa, vous avez raison de rire de la sorte. Le sapologue. Mais est-ce que c'est pas toi-même qui a créé la sape? Tu sais, Caroline, j'étais tendu à la maison et puis j'ai aperçu un monsieur qui est venu à la télévision. Un coup, j'ai vu. J'ai dit, mais le monsieur, il est à Paris, hein? Donc, je suis descendu rapidement, j'ai pris la voiture et puis j'ai couru, revenu dans la clôture de la voiture. Attends, pourquoi tu me pousses comme ça? Les gens qui t'ont comme Makassi, c'est trop impressionnant. Regardez les uniformités de les costumes qui est sur lui. Tu sais quoi? Ils ont trop sapé. Agalawa, tu sais pourquoi je suis contente? J'ai eu peur pour toi, je pensais que tu allais te noyer. Bon, d'accord. Quelle est votre particularité? Puisque les gens vont au stade, vous dites que vous avez fait le plein des stades. Ils vont regarder quoi? Un artiste, quand il va, il a plusieurs chansons. Mais vous, quand vous venez, vous changez, vous défilez. Vous savez que... Moi, je ne comprends pas. C'est comme si vous alliez vous participiez à des défilés. Dans le temps, vous savez que moi, je n'ai plus de stade seul. Ouais. Bon, vous renseignez-vous. Il y a même eu des morts au Sénégal. Vous savez, même dans le temps, pour me dire bonjour, il fallait payer. Ouais. Djoubala, vous avez dit quelque chose qui m'a intrigué tout à l'heure. Oui. Vous dites qu'il y a eu même des morts au Sénégal. Je veux dire, quand on arrive quand même à déplacer des foules et qu'il y a ce genre d'incident, comment est-ce qu'on se sent après? Vous savez que dans la vie, bon, des fois, vous savez, moi je prie beaucoup, c'est ça mon problème. Je suis arrivé au Sénégal pour la première fois, j'arrive au point de Centenaire. Il fallait défiler sur la tribune d'honneur là, et la tribune est tombée. Okay. Tu vois, il y a eu des blessés, des morts au Sénégal. Et il fallait reporter ça. Il y a deux stades au Sénégal. Il y a Demba Diop et Bamar Diop. J'ai rempli le Demba Diop seul. Le stade est rempli seul. Quand je sors comme ça, pas tu vois, l'orchestre, non. L'orchestre m'accompagne pour mais je me change. Au moins, voilà. Je fais le défilé seul. Je me change de 5 minutes, je peux me changer. 5 minutes seulement. Est-ce que vous savez combien de tenues à peu près vous avez mis lors d'un spectacle, à peu près? Non, des fois, vous savez, l'avantage, il y a des tenues que j'amène. Souvent, il y a des tenues que je fabrique moi-même, que je portais, et des tenues classiques. Mais les classiques, quand je défile une fois, je donne ça au public. Quand je défile, je donne au public. Je jetais. Donc, les gens se battaient pour eux. C'est pour ça que le spectacle, il faut être drainé du monde qui viennent vous voir au spectacle, qui repartent avec un souvenir. C'est ce que je faisais souvent. Des fois, j'amenais les valises, les vêtements, je jetais, je donnais à tout le monde. On vous taxe malheureusement de ne pas faire suffisamment la promotion de la sape africaine, sinon des tenues africaines. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez que moi, je suis un artiste. Lui, c'est un artiste aussi. Tout à fait. Mais si les gens ne vont pas le voir, il ne peut pas se manifester. Moi, je suis là pour aider les Africains. Si les maisons qui fabriquent les pagnes, tout ça, viennent me voir, me contacter, me dire, Monsieur Djoubala, je veux que vous portez nos pagnes. Je ne dirais pas non. Les Blancs se déplacent dans le monde entier pour venir me voir, pour que je porte les vêtements, parce qu'on me paye. Mais s'ils sont prêts, je vais enlever ça, je mets leurs vêtements, on lance le tissu africain. S'habiller, ça coûte très cher, surtout quand on a un goût pour les marques comme vous. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent pour être bien habillé? Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'actuellement, bon, l'essentiel que vous achetez, qu'est-ce que vous va bien, c'est tout. Mais vous, par le passé, vous avez quand même investi beaucoup de millions. Non, pour arriver là où je suis, il fallait vraiment investir beaucoup d'argent. Parce que je ne me bats pas pour moi tout seul, je me bats pour l'Afrique.
Il fallait quand même que le blanc sache que les Africains sont là puissants. Parce que je n'ai pas porté mon drapeau à moi tout seul. Il fallait prouver à ces blancs-là que les Africains sont plus forts qu'eux. Pourquoi il n'y a qu'un seul roi qu'un Africain? Pourquoi pas des blancs? Il y a des grands couturiers. Mais pourquoi il n'y a que le noir? Il y a un Africain. Donc je porte le drapeau de l'Afrique. C'est pour ça que moi, l'Afrique, c'est pour ça que c'est l'honneur que j'ai fait pour avoir un roi uniquement africain. Et puis, c'est à partir de là qu'on m'a mis dans le dictionnaire. Tout à fait. La SAP, ça rime forcément avec vêtements de qualité, donc par ricochet, vêtements qui coûtent cher. Aujourd'hui, la plupart des sapeurs veulent s'habiller chez des grands couturiers. Est-ce qu'il faut obligatoirement aller vers un grand couturier ou avoir des tenues de marque pour être considéré comme un sapeur? Parce qu'effectivement, c'est une véritable science. Hein. C'est pour ça que vous êtes là et je veux vraiment comprendre. Oui, vous savez qu'en Afrique, il y a des bons couturiers ici qui peuvent faire des costumes comme en Europe. Donc, je souhaiterais que nos Africains sachent aussi, apprennent aussi beaucoup de choses, à coudre comme eux. On n'a pas besoin de marcher parce qu'il y a des beaux tissus. Vous prenez un tissu, vous allez voir un tissu. Parce que sur mesure, c'est plus cher qu'importé. Voilà. Le sur mesure, enfin, je vois qu'en Côte d'Ivoire, il y a des bons tailleurs qui coupent bien. Vous voyez, il y a des modèles, c'est simple. Donc ça veut dire que ce n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent pour s'habiller, mais non, c'est difficile parce que dans le temps, nous, il fallait mettre beaucoup d'argent pour porter le drap. C'est un fardeau que j'ai porté pour arriver là où nous sommes. Tu vois, il fallait payer des choses vêtements chères pour lancer l'Afrique. C'est un travail. Et là, on est parti. Si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on pourrait savoir combien coûte la tenue que vous portez? La tenue jusqu'aux chaussures. Hein? Non, la chaussure que vous voyez là. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur la chaussure quand même? Cette chaussure-là, on ne la vend pas. C'est sur commande. Ah bon? Oui. Même les grandes maisons qui fabriquent les chaussures ne peuvent pas vendre ça parce que c'est interdit. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il y a des écailles. Pour les animaux, parce qu'il y a des écailles devant. Écailles de crocodile. Crocodile. Ouais. Je pense un peu à Bouliga. Il nous a dit que sa chaussure, le coût de sa chaussure faisait le 3e pont. Le budget du 3e pont. Donc ça coûte combien? Bon, 20 000 euros. Ça fait combien? Ça, c'est seulement la chaussure. Non mais justement, lorsqu'on investit des sommes, lorsqu'on investit de telles sommes pour des vêtements qui finalement peut-être sont des vêtements de collection, est-ce qu'il y a des retombées financières parce que vous avez investi beaucoup d'argent? C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes en table Jobala, vous avez tout le prestige qui va avec, mais financièrement, comment est-ce que vous vous portez aujourd'hui? Les retombées, c'était quoi? C'est les voyages qui m'a beaucoup rapporté d'argent. Parce que quand on m'est déplacé, par rapport à quand je partais aux États-Unis et en Italie, il y avait quand même 20 000 euros, 30 000 euros qu'on me payait pour le voyage. Donc c'est ce qui m'a rapporté parce que j'ai dépensé, mais j'ai récupéré plus que ça. Parce que pour me voir, il y avait des moments, des pays où j'arrivais, je m'assois comme ça, et là c'est bloqué. Pour me dire bonjour, il faut payer. Ben oui, il faut payer. Et puis bon, des fois on arrive, on encaisse l'argent, voilà. Il dit c'est pas bonjour. Et ça c'est voilà. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a en fait. Non, dans la vie, vous savez que c'est ce que j'ai fait moi dans ma vie, c'est faire un travail qui est fou. Des fois je me réveille, je me dis mais merci Dieu. Merci Dieu, parce que des fois je m'assois, je me dis mais j'ai fait quoi pour arriver là? Joël Ngadi, bonjour et merci d'être notre invité dans Chap Chap. C'est parti. Chanteur ou humoriste? Ça dépend du cachet. Jazz ou opéra? Opéra, c'est bon le jazz, mais opéra, il y a beaucoup de choses à démontrer, surtout en matière de voix. Jazz, c'est jazz. Baïs Pinto ou François Louga? François Louga. RAS ou Young System? Young System. Ouais, c'est les idées. Voilà, nous tous on est là. Passé ou présent? Le passé. Parce que le passé, on s'en sert pour construire le présent. Rire ou alerter? Rire d'une situation. Parce que j'ai envie. Bonjour 2010 ou Moi Monsieur? Les deux. Le Jamel Comedy Club ou le Parlement du Rire? Les deux. Agalawal ou le Magnifique? Les deux. Français ou Nouchi? Français, ça passe partout. Vin ou vin mousseux? Restaurant ou maquis? Maquis. Français, ambiance, c'est ça. Garçon qui paie ou la fille qui paie? La fille qui paye. Toi aussi. On n'a qu'à commencer à payer. Séducteur ou malo? Séducteur. En couple ou célibataire? Célibataire. Sans papier. En couple. En réalité. Go discrète ou go du showbiz? Discrète, c'est mieux. Moi-même, je suis discret. On va venir faire showbiz dans showbiz. Pourquoi?
La discrétion est mieux. Show de Marcory ou show de Yopougon? Est-ce qu'on a besoin de te demander? Je parle de quelle commune tous les jours. Donc j'étais chaud de pouiller faire. Voilà, c'est bon. Sinon, si frustré des gens, c'est ce qu'il y a là-haut. Voilà. C'est tout le go. Je vais mettre fossile aujourd'hui là-haut. J'ai l'habitude de mettre. C'est moi, j'ai peur de. Oui, oui. C'est comme ça, ça fait. Oui. Mes yeux. Pardon. Mes yeux. C'est tombé. C'est tombé dans mes yeux. La fille m'a tué. La fille m'a tué. Il avait mon visage. Pendant qu'il donnait mon lot. Faites du temps, monsieur. Ouais, Seigneur. Ouais. Voilà l'eau. Voilà l'eau. C'est où? Oh, Jésus. Oui. 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 Mais tu vas où? Reste ici. Tu dois prendre quelques lunettes. Oh, tu veux rien, tu es là, tu dis tu sais faire. Mais non, voilà ça, tu as fait tomber ça dans mes yeux. Oh, Jésus. Voilà ça. Tu as fait tomber la colle là dans mes yeux. Non, je ne suis pas fâchée. Et puis, attends quoi? Tu dois faire quoi? Fâchée. Pardon, là, ça a ramené ses yeux. Tu as arrêté là-bas, c'est là-bas, tu vas t'arrêter de me demander pardon. Si tu ne sais pas faire, faut dire que tu ne sais pas faire, c'est pas grave, ça fait rien. Au moins, elle allait attendre. Mais elle a l'habitude même non, de faire. Non, mais moi, je t'ai dit, je vais attendre. Tu m'as dit, elle sait faire. Je t'ai dit, je vais attendre. Ma chérie, la prochaine fois, il ne faut plus faire ça. Tu as compris? Non, ce n'est pas une question de pardon. Non, ce n'est pas une question de pardon. Mais la prochaine fois, quand tu ne sais pas faire quelque chose, il faut dire que tu ne sais pas faire. C'est pas parce que ta patron te dit, tu as soulevé la serpente ça. J'espère que tu... Non, qui? Non. Mais il faut lui dire. La prochaine fois que tu lui dis de faire quelque chose, je sais, c'est pas fait, c'est pas fait. Dis, tu es là pour apprendre. Dans la vie, on finit pas d'apprendre. Tu sais pas faire, tu sais pas faire. Tu as dit, tu sais faire maintenant. Heureusement, tu es tombé sur moi. Imagine si tu étais tombé sur une autre cliente compliquée. Tu fais quoi? J'espère qu'après, là, ça va pas me donner des... Hein? Faut regarder. Après, je vais te mettre. Il faut t'approcher de mon œil. Tu as regardé un peu quand même. Tu as regardé comment tu t'approches même pas, tu touches même pas, tu ne sais pas. Tu en es peu, tu es là, tu as arrêté. Là, me brûle. Ça me brûle. Ce côté-là me brûle. Là, ça me brûle. Tu as fait une bêtise. On parle, tu as arrêté. Tu as arrêté. Il n'y a pas beurre de karité parce que là, me brûle des méchants. Non, mais beurre de karité là dans tes yeux. Il ne faut pas toucher mes yeux. Il ne faut pas toucher tes yeux même. Il faut donner même va mettre. Il ne faut pas que tu as touché mes yeux. Ah, c'est ta main propre. Tu as lavé ta main. Tu as lavé ta où? Tu as pleuré. Mais je n'avais pas vu ces larmes. J'aurais dû continuer alors. J'aurais dû attendre que tu pleures vrai là même. Non, là elle pleure maintenant. Je te calme. C'est midi, je me suis fait plaisir. Éclairé par Jésus, nous sommes une classe exceptionnelle, arrachée des ténèbres pour régner et annoncer une année de grâce. Lorsque j'étais perdu, aveuglé du péché, je ne savais que faire. Mais un jour, je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Oui, quand j'étais perdu, aveuglé du péché, je ne savais que faire. Mais un jour, j'ai rencontré la goutte à peine de Lisa Takebali. Aveuglé par l'alcool, les mille copines partout. Obsédé par l'argent, il m'a éclairé. Jésus a changé ma vie.
mon repère, mon étoile polaire. Tu es mon soleil, ma lumière. C'est une grâce. Maintenant je suis dans la vérité, la vérité. Oh, 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 c'est une grâce. Allez, le kilo boligo stoppé. Allez, temporisé. Roga, 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 roga. Le kilo boligo stoppé. Allez, temporisé. Roga, 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 roga. C'est avec émerveillement que nous avons présenté cette émission. Rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir.